Salut, c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. Vous le savez, les capsules d'Olen fait parler l'histoire et la philosophie pour éclairer l'actualité. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble cette nouvelle proposition de loi sur l'écriture inclusive. Ce mois-ci, on va parler de la laïcité. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Ce mois-ci, une auditrice et un auditeur m'ont suggéré des sujets pour cette newsletter. L'une m'a proposé la crise migratoire en Europe, qui est plutôt en réalité une crise de l'accueil des migrants hommes-femmes, et l'autre, la violence, comment se fait-il qu'il y ait autant d'assassinats de profs en ce moment en France. Les deux sujets sont très intéressants, et je vous remercie de me faire des propositions, mais j'ai pensé que nous arriverions probablement au même passage obligé, définir ce qu'est la laïcité. Vous verrez que ce mot valise, si on parvient à lui donner un sens précis, nous éclairera sur ces deux thèmes en même temps. Pour résumer, le terme de laïcité apparaît entre 1860 et 1870, dans la seconde moitié d'un siècle marqué par un long combat ayant pour enjeu l'éducation des jeunes Français. On tente de répondre à cette question. Qui, du maître non confessionnel, le laïcus, ou de l'ecclésiastique, le cléricus, a la plus grande légitimité pour exercer une action éducative? Avec la Troisième République, ce combat devient celui de l'État, républicain, contre l'Église, catholique, mais toujours avec pour enjeu premier l'occupation du champ de l'éducation scolaire. Les réformes de Jules Ferry instaurent une seule école publique pour réunir tous les enfants et suppriment l'enseignement religieux. La question de la laïcité s'est donc construite en lien avec l'école. Avec la loi de 1905, cette laïcisation déborde le problème de l'enseignement puisqu'elle tranche, en fait, des rapports entre l'État, les individus et les cultes. Au cours du XXe siècle, ce sujet de la laïcité s'est porté sur l'islam. En cause, l'idée que l'islam ne serait pas compatible avec cette valeur fondamentale de la République, parce que l'islam serait une religion politique et englobante. Au programme de cette newsletter, donc, on verra d'abord comment définir la laïcité, on fera ensuite une brève histoire de la laïcité en France, puis le mythe de l'exception française, le problème de l'islam et les dérives racistes, la laïcité à l'école, et on finira par une sorte de manifeste pour un nouveau contrat social. D'abord, comment définir la laïcité? La sociologue Laurence Kaufmann appelle concept sociopolitique ces entités dépourvues de référents physiques, qui ont besoin du langage pour devenir complètement intelligibles. Peuple, nation, liberté, opinion publique, république, laïcité. Ces concepts sont en réalité de pure fiction, mais nous les percevons comme tout à fait objectifs, malgré le fait que leur définition est extrêmement variable et ne repose sur aucune perception concrète. S'ils sont revendiqués comme des valeurs cardinales de la société française par l'ensemble de la classe politique, le sens qu'on leur attribue dépend largement des débats publics et de leur qualité. Mais ce consensus apparent se fissure dès qu'il s'agit de préciser la réalité sociale désignée par ces termes très polysémiques. Pour Zemmour, par exemple, le voile islamique, c'est le contraire de la laïcité. La laïcité, c'est le devoir de discrétion dans les lieux publics. Pour Mélenchon, la laïcité n'a jamais été un athéisme d'État. Pour Macron, la laïcité est un combat explicite contre le séparatisme et le radicalisme religieux. Et pour Pécresse aussi, la laïcité s'inscrit dans des enjeux sécuritaires. Pour une personnalité politique, on voit bien l'énorme enjeu communicationnel qu'il y a à installer
redéfinir ou discuter des concepts sociopolitiques, dans le but de faire prévaloir sa vision du monde. Très souvent débattu, le terme laïcité semble disposer d'autant de référents que d'idéologies, et c'est sûrement la raison pour laquelle il apparaît souvent dans des tentatives de définition. Son potentiel polémique découle donc à la fois de sa position structurante dans le récit national et de son flou sémantique. D'où la nécessité de comprendre et définir ce terme, dans une visée d'autodéfense intellectuelle. Chaque 9 décembre, depuis 3 ans, nous fêtons la journée de la laïcité à l'école, dans le cadre de la célébration des rites républicains. Cette date du 9 décembre fait référence à la loi de séparation des églises et de l'État par le président de la République en 1905. D'ailleurs, quand on parle de laïcité, on se réfère toujours à cette fameuse loi de 1905. Mais que dit-elle exactement ? Je vous propose de lire ces 2 premiers articles qui sont très significatifs. Article 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimés des budgets de l'État, des départements et des communes toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. Alors, article 1, la loi de 1905 dit « liberté ». La loi de séparation s'ouvre sur l'affirmation d'un principe inhérent aux droits de l'homme, la liberté de conscience. La liberté de conscience englobe la liberté religieuse, qui implique la liberté de pratiquer sa foi. Ce premier article concerne donc les citoyens, à qui il garantit cette liberté, ainsi reconnue comme fondamentale. Et dans le même mouvement, il distingue et garantit également le libre exercice des cultes. Article 2, la loi de 1905 dit « neutralité et égalité ». L'article 2 de la loi énonce « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». En réalité, 2 principes exprimés négativement sont posés ici, celui de la non-reconnaissance officielle des cultes et celui de leur non-subventionnement. Là, ça concerne plutôt le rapport État-culte, et ce n'est à proprement parler qu'une condition de possibilité de la liberté de conscience accordée aux citoyens par l'article 1. Le citoyen étant libre d'adopter éventuellement une religion, l'État les reconnaît toutes, sans se mêler d'aucune. Ici se forge donc la neutralité de l'État à l'égard des cultes, constitutive juridiquement de la laïcité, et leur égalité aux yeux de l'État. Aucun culte ne fait l'objet d'un traitement particulier, de sorte que la loi de 1905 réalise un double mouvement aboutissant à un chacun chez soi. Les églises sortent de l'État, le culte perd sa qualité de service public, et l'État sort des églises, elles retrouvent ainsi une liberté touchant à leur organisation et fonctionnement. La loi de 1905 exprime donc que la laïcité est la séparation des églises et de l'État. C'est une bonne définition, mais elle n'est pas suffisante pour définir précisément tout ce qu'est la laïcité. D'ailleurs, on remarque que le terme laïcité est absent de cette loi, comme il a été absent des débats qui l'ont précédé. Et puis, on remarque surtout que la loi de 1905 n'est qu'une loi finalement, et rien de plus. Grande, cependant, par les principes qu'elle renferme. La liberté de conscience et sa déclinaison en liberté religieuse et d'exercice des cultes, et la non-reconnaissance officielle des cultes prolongée par leur non-financement.
Alors, bon, cette définition n'est pas suffisante pour exprimer tout ce qu'est la laïcité, mais elle nous offre néanmoins un prisme de lecture suffisant pour comprendre que cette célébration d'Hanouka à l'Élysée en 2023 est une violation flagrante de la laïcité. Allons plus loin et tentons de donner un sens précis au terme de laïcité. Il revient à la Constitution du 27 octobre 1946, fondant la 4e République, d'inscrire la laïcité parmi les normes suprêmes de notre système juridique. Pourquoi ne pas choisir cette date pour célébrer la fête de la laïcité à l'école, me direz-vous? Parce qu'il est plus facile de commémorer une grande loi de la République, au risque d'une totémisation abusive, plutôt qu'une constitution sur les décombres desquelles est née notre 5e République. Et puis, la mobilisation autour d'un concept comme la laïcité est sans doute moins risquée que le rappel d'autres caractères de la République, qui est aussi démocratique et sociale. Bref, dans son acception large, ce terme de laïcité renvoie à la fois à un idéal de vie en commun, à un principe d'organisation politique et à une philosophie. Selon la définition du philosophe Henri Peña-Ruiz, la laïcité, comme idéal de vie en commun, est un idéal positif de coexistence pacifique au sein d'une même nation, d'êtres humains ayant des options spirituelles, des opinions et des convictions différentes. On pourrait donc parler d'une conviction laïque, transcendant et sauvegardant toutes les autres. Les êtres humains vont et doivent pouvoir vivre ensemble malgré leurs différences. Comme principe d'organisation politique, la laïcité affirme la nécessité d'une distinction entre les lois, au niveau de l'État, et les croyances, au niveau spirituel et religieux, ce qui se traduit par la séparation de la société civile et de la société religieuse. L'État ne doit exercer aucun pouvoir religieux et les églises aucun pouvoir politique. Et comme philosophie, la laïcité affirme la valeur première, non pas de l'État, mais de chaque personne, caractérisée par sa liberté de conscience, et donc par ce que l'on pourrait désigner comme sa liberté de distanciation à l'égard de toute appartenance identitaire. C'est en somme la liberté d'exercer une pensée critique. C'est pourquoi, disait Spinoza, la fin dernière de l'État n'est pas la domination des individus, mais en réalité leur liberté, en particulier leur droit naturel d'exister et d'agir. La laïcité crée donc les conditions favorables pour l'égalité de toutes et tous, croyants, athées ou agnostiques, et la delphité qui en découle au sein de la République. À partir de cette affirmation de la valeur suprême de la personne humaine, libre en sa conscience, peut émerger un noyau dur de principes constitutifs de l'idéal laïque. Toutes et tous établissent une hiérarchie dans les règles et les comportements, en disant ce qui prévaut. La cité terrestre prévaut sur la cité divine, la liberté individuelle de conscience prévaut sur les dogmes religieux, la loi républicaine prévaut sur les règles communautaires ou religieuses, et l'individu libre en conscience prévaut sur chacune de ses appartenances sociales ou identitaires. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!